Elisabeth Kubler-Ross était une psychiatre helvético-américaine. Elisabeth Kubler-Ross était sans doute la plus grande référence mondiale en termes de thanatologie. Alors, la thanatologie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement la science de la mort. Ou plus exactement, l'étude de la mort ou son impact sur l'être humain, aussi bien en termes physiques que psychiques. Kubler-Ross, tout au long de ses expériences, a pu rencontrer des milliers de personnes qui étaient en fin de vie et discuter avec eux. Et ces personnes-là, finalement, ou une grande majorité, faisaient ressortir un certain nombre de thèmes récurrents qui revenaient dans cette perspective de la fin de vie. Deux en particulier. Le premier, c'était des regrets formulés par rapport à une rupture, un éloignement avec une personne chère, un ami, un proche, pour des raisons qui finalement, toujours dans cette perspective de la mort prochaine, semblaient des raisons, au fond, bien futiles. Et le deuxième thème, c'était des regrets exprimés non pas sur ce que ces personnes-là avaient pu faire, non pas sur les erreurs qu'elles avaient pu commettre, mais bien au contraire, sur tout ce qu'elles n'avaient pas fait. Toutes les fois qu'elles n'avaient pas osé ou tenté de faire des choses. J'aurais tellement aimé faire telle ou telle chose. On est là, je crois, au cœur même de ce qui nous réunit aujourd'hui, l'audace et l'innovation. Car si je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que l'audace en tant que telle ne peut pas être suffisante pour garantir l'innovation, cependant, il ne peut pas y avoir d'innovation possible s'il n'y a pas une part d'audace. Si vous n'êtes pas en capacité de penser, de vous projeter et de réfléchir de manière différente. Finalement, de penser au-delà de ce que le commun des mortels peut penser. Penser l'impensable pour toucher l'impossible. Mark Twain disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et c'est clairement ce qui vous attend. L'enjeu, il est là. Il est en capacité d'inventer ce que d'autres n'ont même pas pensé. Donc il s'agit simplement d'être en capacité de se réinventer soi-même, de réinventer sa manière de penser, sa manière d'être, pour espérer, à un moment donné, être en capacité d'innover. Et ça passe à travers 3 phases bien spécifiques qui sont croire, créer et calibrer. Alors, croire tout d'abord, croire en vous évidemment, croire en vos propres capacités, en ce que vous pouvez faire au jour le jour, avoir confiance en vous. Sauf que la confiance est quelque chose qui ne se mesure pas. La confiance est une option absolue. Si je demande à mon meilleur ami, par exemple, s'il a confiance en moi et qu'il me répond un peu, eh bien ça veut dire tout simplement qu'il n'a pas confiance en moi. On a donc là une notion qui ne peut pas être quantifiée. Nous sommes obligés d'aller au-delà. Nous sommes obligés de parier sur la confiance. Nous sommes obligés tout simplement de croire en nos capacités. Et avoir cette confiance en soi suppose être en capacité, eh bien, tout simplement, de mettre de côté nos peurs, d'arrêter d'auto-saboter et d'être en capacité, finalement, de s'éloigner de ce qu'on appelle des croyances limitantes. Qu'est-ce qu'une croyance limitante? C'est tout simplement ce prisme qu'il existe entre nous et le monde qui nous entoure. C'est quelque chose qui ne dépend pas de nous, qui nous a été transmis, y compris de manière totalement inconsciente par nos parents, par nos enseignants, par nos amis, nos relations, y compris par nos propres expériences, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, et qui ont fait que finalement, petit à petit, nous avons créé des schémas que l'on appelle donc ces fameuses croyances limitantes. Alors, quelques exemples peut-être à vous donner. Quand il s'agit de croyances qui ont trait avec vous-même, ce sont des croyances du style « jamais je serai capable de faire ça » ou « je suis trop vieux pour entreprendre » ou « trop jeune ». « Je n'ai jamais eu de chance ». Ou bien encore, par exemple,
j'ai toujours eu des problèmes avec les maths. Et puis il y a les croyances qui ne sont pas liées à nous-mêmes, mais qui sont liées au monde qui nous entoure, ou plus exactement à la façon dont nous voyons le monde qui nous entoure. Ce sont des croyances du style la vie est tellement dure. Ou bien encore ah, c'est trop beau pour être vrai. Ou bien on ne peut pas tout avoir dans la vie. Et celle-ci que j'aime particulièrement, il faut trimer pour réussir. Bouddha disait, nous sommes ce que nous pensons. En réalité, nous sommes ce que nous croyons être. Nous agissons très exactement en fonction de ce que nous croyons être nos capacités, et non pas en fonction de ce que sont nos capacités réellement. Ça veut dire tout simplement qu'à partir du moment, et c'est le principe même des croyances limitantes, où nous pensons que nous avons des capacités plus limitées que ce qu'elles sont en réalité, eh bien ça veut dire que nous agissons en dessous de les capacités qui sont les nôtres. Peut-être avez-vous entendu parler de l'effet Pygmalion du professeur Robert Rosenthal. Le professeur Rosenthal était une sommité en psychologie sociale américaine dans les années 50, et il décida de mener l'expérience suivante. Dans une école défavorisée de San Francisco, il dit aux enseignants qu'il allait faire passer un test aux élèves des classes de cette école-là. Il fit passer effectivement le test, et puis, sans le dire aux enseignants, il choisit de manière totalement aléatoire, totalement au hasard, 5 ou 6 élèves, et il présente à ces élèves aux enseignants en leur disant « Voilà, ce sont les élèves qui ont réussi les meilleurs tests de toute l'école. » Donc on peut supposer que ces élèves-là vont avoir une capacité d'apprentissage exponentielle, bien meilleure que l'ensemble de la classe. Et puis le professeur Rosenthal s'en partit et revint à la fin de l'année, en juin suivant. Et peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà deviné, mais quand le professeur Rosenthal revint en juin, il se retrouva avec ces élèves-là, qu'il avait désignés, encore une fois de manière totalement au hasard, comme étant les élèves qui avaient réussi les meilleurs résultats. Pourquoi? Tout simplement parce que le professeur Rosenthal était une éminence, une référence dans son monde, une de ces personnes qu'on ne va évidemment pas questionner. Donc, quand ces élèves avaient de bons résultats, finalement, c'était normal, attendu, le professeur Rosenthal l'avait dit. Et quand, évidemment, ils avaient de mauvais résultats, eh bien, dans ce cas-là, les professeurs ne questionnaient pas le professeur Rosenthal, sinon leur propre manière d'enseigner. Je l'ai sûrement mal fait, il va falloir que je tente une autre manière. Pire encore, avec les autres élèves, l'attitude enseignante conditionnait les autres élèves pour qu'ils aient des résultats en baisse. Si l'un d'eux, par exemple, faisait tomber un stylo, le professeur le ramassait en lui disant « Voici ton stylo. 1% de voilà ton stylo, c'est pas grave. Et 99% de qu'est-ce que tu es maladroit quand même. » Et donc on a là, finalement, petit à petit, une prophétie qui va se réaliser. Car, voyez-vous, et c'est ça qui est extrêmement puissant dans les croyances, quand notre cerveau a une croyance, il va faire tout pour la valider. Et croyez-moi, il y arrive. Quand Pascal Duprat, en mars 2016, est nommé nouvel entraîneur du Toulouse Football Club, lors de sa première conférence de presse, il va tenir peu ou prou les mots suivants. Il va dire « J'entends ci et là des gens qui disent que le Toulouse Football Club a 1% de chance, ou une chance sur 1 milliard, plus exactement, de se maintenir. » Ben pour moi, c'est faux. Il a une chance sur 2. Soit il se maintient, soit il ne se maintient pas. Et jusqu'à preuve du contraire, le TFC est en Ligue 1. On connaît la suite de l'histoire. Se réinventer, c'est ça. C'est être en capacité de croire ce que les autres ne pensent pas, ne croient pas. Et penser tout simplement que si ce n'en a pas été fait jusqu'à présent, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est impossible. Et qu'il s'agit simplement d'être en capacité de construire l'impossible. Et on arrive là à notre deuxième aspect qui est créer. Pablo Picasso disait « Tout acte de construction passe avant tout par une phase de déconstruction. » Et dans le cas qui nous intéresse, pour nous-mêmes, comme individus, déconstruire et être en capacité
de déconstruire tous les actes que nous faisons mécaniquement tous les jours. Je m'explique. Si je vous demande par exemple, qu'est-ce que vous faites le matin en vous levant, je suis sûr que vous allez m'indiquer une série de gestes que vous faites de manière automatique, toujours dans le même ordre et sans vraiment y penser. Pour ma part, je me lève, je vais aux toilettes, j'allume la radio, j'allume la machine à café, je me douche, je déjeune, je m'habille et je vais travailler. On a là un schéma, un patron. Et puis quand j'arrive au travail, je fais exactement les mêmes gestes dans le même ordre. Et finalement, de schéma en schéma, de patron en patron, mon activité, ma journée va s'écouler sans que je me pose réellement la question tout au long de cette journée de la pertinence de ce que j'ai pu faire. Le défi, il est d'être en capacité d'être acteur du changement et donc finalement de se proposer autre chose et d'être créatif. Changez par exemple vos petits déjeuners. Si vous allez travailler ou si vous allez étudier, ne prenez pas toujours les mêmes moyens de transport, ne passez pas toujours par les mêmes endroits. Si vous sortez, ne sortez pas toujours aux mêmes endroits, avec toujours les mêmes gens, n'allez pas toujours au même restaurant pour demander toujours les mêmes plats. Soyez créatifs, osez. Assis à la terrasse d'un café, sur le siège d'un autobus, regardez les gens qui sont autour de vous, regardez-les et imaginez quelles peuvent être leur vie, leurs émotions, ce qu'ils pensent, comment ils interagissent avec les gens. Réinventez finalement tout ce que vous avez autour de vous pour pousser les champs du possible. Et encore une fois, soyez ainsi les acteurs du changement que vous souhaitez. Peut-être connaissez-vous, pour certains d'entre vous, le théorème du singe. Des scientifiques ont décidé de réunir dans un laboratoire une dizaine de chimpanzés. Et puis au milieu de cette salle, ils décidèrent de poser une table haute et puis un tas de bananes. Évidemment, le premier acte, geste des chimpanzés, fut de s'approcher de la table pour essayer de manger des bananes. Le problème, c'est que systématiquement, dès qu'un singe essayait de s'approcher, il y avait une douche d'eau glacée qui leur tombait dessus. Tant et si bien que rapidement, les chimpanzés associèrent le fait de manger des bananes et le fait de recevoir une douche d'eau glacée. Et rapidement, dès qu'un chimpanzé tentait de monter sur la table, eh bien, les autres chimpanzés le rossèrent copieusement. Et puis on changea un premier singe qui, lui, n'avait pas vécu l'expérience de l'eau glacée. Et qui, évidemment, voyant la table avec les bananes, s'y précipita. Évidemment, ses congénères commencèrent à le frapper. Tant et si bien que lui-même se mit à frapper les autres chimpanzés qui tentaient à d'autres moments de monter sur la table. Et puis on changeait un deuxième singe. Et puis un troisième. Et tous se confrontèrent à la même expérience de finalement tenter de monter sur la table et de recevoir une volée de bois vert sans qu'à aucun moment, aucun finalement, à la fin de l'expérience, n'ait vécu l'expérience initiale de la douche froide. À ce moment précis, si les singes pouvaient parler, je suis sûr que si on leur demandait, si on leur posait la question de savoir pourquoi ils faisaient ça, leur réponse serait peu ou prou « Ben écoutez, je ne sais pas, mais on a toujours fait comme ça et je ne vois pas pourquoi ça changerait. » Alors, osons ne pas être des chimpanzés. Osons ne pas être finalement un primate qui simplement va se limiter à être d'accord avec le fait de faire exactement ce qui a été fait jusqu'à présent, sans se poser réellement la question de pourquoi c'est fait comme ça. Et on arrive au troisième point de ma conférence, qui est simplement le fait de calibrer ce que nous faisons. Car s'il s'agit bien de tenter, il s'agit d'assumer aussi, tout simplement, que nous devons être en capacité de mesurer ce que nous faisons. Et évidemment d'assumer que, eh bien, si nous faisons un certain nombre de choses, ça ne nous garantit pas aucunement, eh bien, de réussir. Nous pouvons aussi nous tromper. Et non seulement nous pouvons, mais nous devons l'assumer en tant que tel. Toute personne normale qui, évidemment, se propose des objectifs, eh bien, normalement, peut à un moment donné se tromper. Peut à un moment se tromper parce qu'en fait, il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. Il n'y a pas d'échec, il y a juste de l'information que vous allez recevoir sur les erreurs qui ont été commises. Peut-être certains d'entre vous
connaissez l'expérience de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Thomas Edison fit plus des milliers d'expériences ratées avant d'inventer l'ampoule électrique. Et un jour d'ailleurs, un des journalistes lui posa la question, « Mais Monsieur Edison, vous n'êtes pas déçu quand même d'avoir eu tant d'expériences ratées avant de pouvoir inventer l'ampoule électrique ?» Et Edison répondit simplement, « En fait, je ne vois pas les choses comme ça. J'ai pour moi trouvé 10 000 manières de ne pas inventer l'ampoule électrique. » Le génie d'Edison réside finalement en quoi? Il réside au fait de se rappeler l'enfant que nous sommes. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'un enfant, quand il n'a pas marché, peut-être le savez-vous, tente en moyenne 1500 à 2000 fois avant d'y arriver. 1500 ou 2000 fois où il tombe avant d'apprendre à marcher. Alors on est là dans un processus d'apprentissage où c'est 2000 échecs. Le génie d'Edison, il consiste à comprendre ça. Il consiste à comprendre que chaque, finalement, échec l'amène petit à petit à la réussite. Que serait l'histoire de l'humanité des sciences sans les échecs de Fleming, qui a découvert la pénicilline, de Nobel, qui a inventé la dynamite, ou bien encore de Mersenne, qui a inventé le velcro. Ces gens-là inventent par erreur. Ce sont des exemples fantastiques de sérendipité. Si c'est Fleming qui rentre dans ce laboratoire, au moment où il voit que finalement son expérience a été contaminée par son voisin de paillasse, décide de balancer aux ordures ses staphylocoques, à aucun moment il ne se rend compte qu'il a découvert la pénicilline. Chaque fois que vous commettez une erreur, pensez en Fleming. Et essayez de voir dans quelle mesure ce que vous faites à ce moment-là peut peut-être vous servir à ce que vous voulez construire demain. Je vous disais au début de mon intervention qu'Elisabeth Kübler-Ross avait rencontré des milliers de personnes qui finalement lui disaient tout simplement les regrets qu'ils avaient eus à ne pas tenter plus. Je vous dirais simplement ceci. L'enjeu, il n'est pas de tenter plus, au moins s'il n'est même pas d'innover. Il est simplement de vous dire que si demain ou après-demain, à la fin de votre vie, que je vous souhaite le plus long et riche possible, les disciples de Kübler-Ross viennent vous voir pour vous demander si vous avez des regrets, vous soyez simplement en capacité de leur dire, vous savez quoi? Eh bien, bon an, mal an, la vie d'aujourd'hui, si elle est un peu meilleure que celle qui était la mienne quand je suis né, c'est aussi un peu grâce à moi. Merci.